Et maintenant, l'invité de la matinale. Économiste et essayiste, il est membre du comité directeur de l'Institut Montaigne et du comité de direction de la revue Commentaire. Il publie aujourd'hui dans Le Point une tribune intitulée « La guerre économique totale ». Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Dans Le Point, vous évoquez une guerre totale. Depuis hier, on sait qu'une guerre économique peut connaître une trêve de 90 jours annoncée à la surprise générale par Donald Trump. Comment l'analysez-vous ? Eh bien, exactement comme ça, comme une simple trêve. Donald Trump continue à se mettre en scène avec des décisions tout à fait erratiques. Il a ouvert une multitude de dossiers et aucun n'est pour l'instant n'aboutit à quelque résultat que ce soit, sinon un énorme chaos sur les échanges et les paiements mondiaux. Alors cette trêve, elle est bienvenue parce que ça va permettre effectivement d'essayer de négocier, mais je crois que ça ne change rien au panorama général qui est premièrement, cette logique de la guerre économique totale sur le protectionnisme, mais aussi sur la monnaie avec le dollar, sur la finance et puis sur les normes. Et par ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, y compris quand les nouvelles sont plus raisonnables, c'est quand même la destruction de tout ce qui a fait la puissance des États-Unis, puisque pourquoi est-ce que finalement les États-Unis, contrairement à l'Europe, ont conservé une part de 25% dans le PIB mondial? C'est que aux États-Unis, on avait un environnement très favorable aux entrepreneurs, un État qui était un État de droit, un système qui obéissait plutôt à la raison économique, des marchés économiques qui étaient très très profonds, et par ailleurs une recherche scientifique, une avance technologique remarquable. Et tout ça, ça s'est fracassé, donc ça va peser très durablement sur le destin de l'Amérique et donc évidemment aussi sur l'Europe, parce qu'au passage, Donald Trump a fracassé tout ce qui ressemblait à l'Occident et à une solidarité occidentale. Ce qui veut dire que les 90 jours à venir, on aurait tort de confondre le répit et un retour en arrière, et qu'il faut plutôt les mettre à profit pour se dire il faut changer de logiciel quand on discute avec les États-Unis. Absolument, c'est-à-dire que c'est comme pour l'OTAN. Les États-Unis, aujourd'hui, sont devenus une puissance impériale et qui désigne l'Europe comme un adversaire, sinon un ennemi. Donc, il faut faire vis-à-vis des États-Unis ce qu'on a fait vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire il faut avoir une politique de dérisking. Et par ailleurs, dérisking. Il faut que les Européens arrêtent d'être sidérés par les déclarations multiples de Trump. Il faut mettre en place une vraie stratégie qui permette à l'Europe de s'affirmer comme un pôle autonome de puissance. Et donc, j'allais dire, il faut être comme les autres. C'est-à-dire, avec les États-Unis, quand nos intérêts sont communs, il faut évidemment négocier. Et en l'occurrence, le fait d'essayer de trouver un accord pour avoir les droits de douane les moins élevés possibles, c'est évidemment un intérêt commun. Mais il ne faut pas hésiter aussi à discuter avec la Chine pour voir si on peut arriver à remettre en place un système multilatéral efficace, et cette fois-ci juste, pas comme ce qui a été fait en 2001 quand la Chine est rentrée sans aucune contrepartie, et à ce que l'Europe prenne la tête d'un nouveau système multilatéral hors États-Unis. Nicolas Bavrez, vous avez utilisé un mot anglais, dérisking. Je voudrais juste que vous nous le définissiez, parce que j'ai l'impression que dans votre langue, dans votre vocabulaire, il est important. Qu'est-ce que c'est que le dérisking ? Alors, ça a été souvent opposé au découplage. Le découplage, c'est l'idée de se séparer complètement. On ne va pas du tout se séparer des États-Unis complètement, ça n'a pas de sens. En revanche, le dérisking, c'est l'idée de gérer le risque américain. Jusqu'à présent, les États-Unis étaient une réassurance au plan économique comme au plan stratégique. Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus un risque. Et donc, il faut le gérer activement. C'est vrai pour les nations, c'est vrai pour l'Union, c'est vrai aussi pour les entreprises, bien sûr. Vous évoquiez la Chine qui joue la carte de la mondialisation, presque elle veut tenir le rôle du bon élève, en tout cas c'est ce qu'elle dit, ça l'arrange, certes elle fait du dumping social, certes elle menace nos industries avec ses prix bas et désormais sa capacité d'innovation. L'Europe doit-elle se tourner davantage vers la Chine, mais aussi évidemment vers l'Inde ou l'Amérique du Sud, c'est-à-dire aller chercher des zones de libre-échange qui ne soient pas uniquement le
le précaré occidental. Oui, je crois que c'est absolument ce qu'il faut faire, mais il faut le faire sans aucune naïveté. Un des gros risques aujourd'hui, c'est le fait que la Chine, qui a construit à la fois le leadership dans les technologies vertes et qui a d'énormes surcapacités industrielles, elle va, avec les 125% de droits de douane, ça va quand même être très compliqué de continuer à avoir accès au marché américain. Donc le risque, c'est que ça se déverse en Europe. Ça, il faut l'empêcher. À l'inverse, discuter avec les Chinois pour essayer de remettre en route un système multilatéral, mais qui repose sur la réciprocité, donc ce qui n'a jamais été le cas vis-à-vis de la Chine. Donc, si la Chine veut être présente en Europe, ça suppose qu'elle ouvre son marché, ça suppose qu'elle ouvre ses marchés publics, ça suppose qu'elle se comporte comme elle ne l'a jamais fait, c'est-à-dire de manière loyale dans un système d'échange et de paiement, et qui soit régulé. Nicolas Bavret, je voudrais qu'on revienne à la pratique politique et à l'exercice du pouvoir par Trump. Nous, les Européens, devons faire de plus en plus face à des régimes dont les leaders, les responsables, prennent des décisions imprévisibles, on le voit aujourd'hui, basées sur le rapport de force souvent. C'est la stratégie du chaos, chère à Trump, théorisée par Daim Poli dans son dernier livre, et dans un livre qui s'appelait aussi Les ingénieurs du chaos. Mais Trump n'est pas seul. Erdogan en Turquie, Netanyahou en Israël, Poutine évidemment en Russie, se comportent chacun à leur façon comme des prédateurs. Comment gère-t-on les prédateurs quand on est une vieille démocratie ? La question vaut pour la France comme pour ses voisins européens. Alors, de fait, nous vivons le printemps des autocrates, et effectivement, cet âge des prédateurs, il y avait deux hypothèses finalement pour Trump. C'était le fait que ça serait Trump 1 en plus musclé sur le transactionnel, donc très dur, ou c'était une vraie rupture idéologique. On a une rupture qui est une rupture dans l'histoire, très profonde dans l'histoire des États-Unis, puisque on a l'alignement sur ces empires autoritaires, à la fois le refus de la séparation des pouvoirs, la suspension presque de l'état de droit, un régime d'arbitraire, même de peur sur les universités, sur la recherche, sur les musées, sur la culture. Et puis le fait que finalement, les États-Unis maintenant, comme les autres, sont dans une logique impériale de zone d'influence. Donc c'est la grande Amérique du Panama jusqu'au pôle Nord, avec l'intégration du Canada, du Groenland. Bon, ça, c'est donc une rupture qui est une rupture très importante. Donc pour l'Europe, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'Europe, elle a longtemps cherché quel pouvait être son projet, on ne le savait pas trop. Et là, le projet, il s'impose, c'est la défense de la vieille démocratie libérale face à une Amérique qui est devenue illibérale comme les autres autocraties. Le projet est là, le problème c'est de savoir si l'Europe va pouvoir s'en saisir. Parce que dans les accusations lancées par Trump et ses alliés contre l'Europe, il y a des choses qui sont évidemment vraies. Le fait qu'on est dans une situation de suicide démographique, le fait qu'il n'y a plus de croissance, le fait qu'on a construit un monstre réglementaire et qu'effectivement, ce qu'on a vu pendant la pandémie de Covid, il y a aussi des vrais problèmes de liberté, y compris publique. On a un sujet aussi sur qu'on ne sait plus éduquer nos enfants. Et par ailleurs, on est incapable d'assurer notre sécurité. Or, prétendre, c'est la base, c'est-à-dire que si on veut prétendre incarner la liberté, il faut être capable de la défendre. Donc, voilà ce sur quoi il faut qu'on se positionne et qu'on réagisse. Et c'est pour ça qu'il faut une stratégie de long terme face à cette guerre économique totale. Évidemment, il faut des mesures défensives contre le protectionnisme, mais ce qui est très important, c'est d'avoir une stratégie offensive. La stratégie offensive, c'est comment est-ce qu'on fait de l'Europe un espace de prospérité, une économie de compétitivité avec de l'offre et pas seulement de la réglementation. Et par exemple sur le numérique, c'est vrai que l'idée qu'on va réguler le numérique pour l'humanité alors qu'on n'a ni production ni recherche, c'est une idée qui ne tient pas. Et ensuite, il faut offrir de la sécurité. Mais vous voyez que l'instabilité structurelle mise par Trump aux États-Unis fait que, y compris les investisseurs, se réintéressent à l'Europe dans un système qui doit rester prévisible, stable, mais dans lequel il faut remettre, de la capacité à entreprendre et à créer.
Il faut aussi une volonté des peuples, une volonté des nations qui composent l'Europe. Tout ne peut pas partir de Bruxelles. Est-ce que c'est pas le moment d'organiser un référendum européen, de consulter les Européens sur une question simple? Est-ce que vous voulez assumer une politique de puissance, puisque l'Europe est puissante économiquement? Est-ce qu'il faut leur poser la question? Est-ce qu'il faut que les peuples se déterminent et sortent de cette léthargie consumériste et de ce confort que leur a garanti l'après-deuxième guerre mondiale? Alors oui, il faut évidemment, dans une démocratie, ultimement, tout part des citoyens. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de choses positives. Regardez l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, c'est l'endroit du monde où on est compétitif, on fait de la solidarité, on fait de la transition écologique, on fait de l'innovation et on fait du réarmement sérieux face à la Russie. En Europe du Sud, il s'est passé pas mal de choses. L'Irlande va très bien. La Pologne, depuis qu'ils sont entrés dans l'Union, c'est 5% de croissance. Ils réarment de manière très sérieuse. C'est un vrai succès. Donc, il y avait deux grands malades, la France et l'Allemagne. L'Allemagne est en train de bouger avec Friedrich Merz de manière extrêmement sérieuse et profonde. Donc, en Europe, en réalité, il se passe beaucoup plus de choses positives que ce qu'on veut bien dire. Et c'est vrai que je ne crois pas du tout. Il faut regarder, parce que vous voyez, la partie compétitivité des réglementations, on est bien d'accord, c'est l'Union. Mais la partie sécurité, ça ne peut pas être l'Union. Il faut être très clair. L'Union, elle peut arrêter les choses absurdes comme la taxonomie qui dit que investir dans la défense, c'est comme les jeux d'argent et la pornographie. Mais la défense, la sécurité, ce sont les États. Et il faut un directoire, et c'est aussi l'occasion de ramener le Royaume-Uni dans l'Europe. Et ça, c'est un point qui est très important. Et si on arrive à faire ça, eh bien, je crois qu'il y a de la place pour une Europe, il y a vraiment de la place pour une Europe puissance. Merci Nicolas Bavrez. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Sursaut, aux éditions de La Découverte, et votre tribune dans Le Point de cette semaine, La guerre économique totale. À suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gattegno.